Avant de se lancer pleinement dans ce Raw Recap, deux informations importantes à vous communiquer. Je serai les 28, 29 et 30 juin du côté de Tours pour le Japan Tour Festival, invité comme les années précédentes, mais cette fois-ci en compagnie de Monsieur Hawkin. Merci encore Japan Tour Festival pour l'invitation et j'ai très hâte, encore une fois, de vous croiser très nombreux là-bas. Et une autre information très importante, je serai également présent le samedi 6 juillet à Banger Zone Wrestling, non plus à Fâche-Tuménil comme ça avait été annoncé, mais à Lille, plus précisément au Casino Barrière de Lille, en raison de la réquisition de la salle en vue des élections législatives. Banger Zone a visé beaucoup plus grand, c'est-à-dire qu'il y a plus de places qui ont été remises en vente, dans un cadre particulièrement très chouette. Pas d'excuse si vous ne voulez pas rater le meilleur du catch français avec Pentagon Junior présent, le championnat NWA World qui sera défendu. On compte bien évidemment sur votre mobilisation parce que cette date risque d'être la plus importante de la scène française actuelle. Et oui, allez, ratez pas le show de l'année. Je vous ai mis les liens des réservations dans la description. Il y aura également un fan pass en après-midi. Deux shows dans la même journée dans la ville de Lille. Et bah ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. Je vous embête pas plus longtemps. Bon épisode, bon Raw Recap et à bientôt. Précédemment, dans ces salles catch. Après que Stury ait confronté une dernière fois l'arbitre international Michel Beaujolais quant à la controverse du main event de Clash at the Castle, ce dernier s'est révélé être un imposteur. En effet, le véritable Michel Beaujolais a été kidnappé par une figure connue de la chaîne depuis longtemps, l'ancien scénariste new-yorkais. Ce dernier rançonna Stury, promettant la libération de Michel Beaujolais en échange d'un blanchiment de son nom dans l'affaire la plus sombre de l'industrie, la mort de la WCW. Pour ce faire, Stury devra innocenter le scénariste à travers un épisode de la série la plus réclamée de la chaîne. Qu'est-ce qui s'était passé? Ouah, salut à tous. Merde. Ouah, salut à tous, c'est Stury. On est parti pour le Monday Night Raw Recap de cette semaine qui s'est tenue dans la nuit du lundi 17 au mardi 18 juin 2024 depuis l'American Bank Center de Corpus Christi dans le Texas. Un épisode attendu pour les débuts de cette Wyatt Six qui finalement s'appellera bien la Wyatt Six. Et oui, juste qu'ils ont fait un petit jeu de mots au niveau de l'orthographe. Les débuts étaient très certainement à la hauteur de toute l'attente, 77 semaines. Les membres ont correctement été identifiés, la première cible également. Triple H dans l'écriture a gardé ça pour la fin, et ben on en parlera à la toute fin de l'épisode. Merci à tous pour vos retours sur le qu'est-ce qui s'est passé de Clash at the Castle. Direction la route de Money in the Bank qui aura lieu à Toronto au Canada dans la nuit du 6 au 7 juillet. On est parti, le générique. Et un et deux et seulement deux, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Stury. Ça va causer de 619, me font pas un peu de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Alors déjà, fallait pas cligner des yeux sur le générique, hein, parce qu'on a déjà eu des indices quant à l'arrivée de la Wyatt Six, avec des micro-glitches, le symbole de Pluton, le Nightbird, la figure de Sister Abigail qui remplace le visage de CM Punk, et un dernier petit glitch final, plus plein d'indices qui vont popper pendant tout le long d'épisode, hein, c'était plutôt cocasse. On nous a montré l'effet saillant du dernier Premium Live Event. Ce soir, Drew McIntyre sera présent pour réagir à sa lourde défaite. On va même pas parler de lourde défaite, à ce vol, c'est scandaleux. Damien Priest est toujours champion, CM Punk a baisé les Écossais, et CM Punk ne sera pas présent ce soir, nous le retrouverons ce vendredi du côté de SmackDown pour cet épisode qui aura lieu du côté de Chicago. Ah bah tiens, hein, hometown de CM Punk, va se faire applaudir à Chicago, ça va pas mettre la même ambiance. Et on a profité que cet épisode de Monday Night Raw allait particulièrement être suivi pour peut-être le début de la fameuse Wyatt Six. Seth Rollins a fait son retour. Seth freaking Rollins is back. L'ancien champion du monde qu'on n'avait pas revu depuis WrestleMania, mis à l'écart pour se reposer, pour soigner une blessure à la jambe, fait bien son retour. Acclamé bien évidemment comme il se doit par le public, par les commentateurs. Seth Rollins, une seule ambition, reprendre le trône, remporter à nouveau le championnat World Heavyweight. Pour ceux, il a bien conscience qu'il y a des mallettes à les décrocher. Il s'y connaît un petit peu en mallettes, il a déjà remporté par le passé. Mais figurez-vous qu'il n'y en aura pas besoin de ces fameuses mallettes puisque Damien Priest va interrompre le discours, va confronter Seth Rollins, admettre qu'il aurait aimé faire le cash-in
sur lui, le battre pour devenir champion, mais les plans se sont déroulés autrement. La finalité, c'est qu'il est champion. Seth Rollins, il admet avoir quelques points communs avec le leader du Judgment Day. Ils ont tous les deux réussi leur cash-in à WrestleMania pour obtenir leur premier sacre. Seth Rollins, il attaque cependant Damien Priest. Il a défendu son titre à chaque fois, il est reparti vainqueur, mais grâce à des interventions extérieures. Quel héritage veut-il laisser? Seth Rollins, lui, connaît son propre héritage, il veut être le plus grand de tous les temps. Alors Damien Priest, par orgueil, veut prouver à Seth Rollins qu'il est capable de le battre sans aucune intervention extérieure, laver l'affront d'avoir été le premier à avoir perdu contre lui à l'époque de la première défense de titre de Seth Rollins au début de son règne. Le challenge a donc été officialisé. Damien Priest défendra le championnat World Heavyweight contre Seth Rollins à Money in the Bank. On attaque déjà avec une grosse affiche, un retour qui va faire du bien, et un scénario qui peut rester ouvert, puisque je le rappelle que le vainqueur de ce combat ira affronter le challenger vainqueur du King of the Ring, Gunther, qui n'est pas présent sur cet épisode, qui laisse déjà dans l'hypothèse d'une confrontation babyface contre heel à une victoire, peut-être de Seth Rollins. Au programme de ce soir, des combats qualificatifs pour le Money in the Bank, c'est-à-dire que les gens qui se sont annoncés les précédentes semaines, finalement ils doivent passer quand même par des combats qualificatifs. C'est des combats triple threat. Io Sky fera face à Kiana James et Zelina Vega côté mesdames. Côté messieurs, ce soir, dans le main event, Jey Uso fera face à Rey Mysterio et Finn Balor. Petit mix assez intéressant qui promet de la bonne action. Plus tard dans la soirée, il y a d'autres combats qualificatifs qui vont être annoncés du côté de SmackDown, avec notamment Kevin Owens, Andrade et Grayson Waller, et de l'autre Randy Orton, Tama Tonga et Carmelo Hayes. Assez intéressant, il y a pas mal de star power. Adam Pearce backstage qui est au téléphone avec très certainement toute la communauté de Cessal Catch pour vous inciter à mettre des pouces bleus. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait la vanne, et on l'a refait. C'est vrai quoi, on recycle aussi Chad Gable qui se plaint, il a perdu. Clash at the Castle, c'était pas sa soirée, c'est surtout à cause de ces guignols là, Otis, Akira Tozawa, Maxine Dupri qui sont toujours flanqués derrière lui. Ils suivent pas les consignes, je veux un rematch pour le titre intercontinental. Adam Pearce il dit il y aura pas de rematch pour le titre intercontinental, faut passer à autre chose. Chad Gable il en profite, il les engueule encore, vous avez vu à cause de vous, il y a plus de match pour le championnat intercontinental parce que vous suivez pas les consignes. Adam Pearce va dire à Chad Gable si tu veux te relancer, va au ring, tu vas avoir un match et t'as un adversaire, tu découvriras. Ah, Chad Gable, attention, adversaire surprise. J'en ai parlé au qu'est-ce qui s'était passé. Chad Gable, identifié comme potentiel cible de la Wyatt Six. C'est un peu amusant parce que c'est pas un catcheur de la Wyatt Six qui va faire son apparition, ça va être un OG de la Wyatt Family, Braun Strowman, qui va en 6 minutes 33 dans un combat assez expéditif se débarrasser de Chad Gable, qui malheureusement va perdre un petit peu de crédibilité parce que c'était quand même le challenger construit pour le titre intercontinental. Se faire défoncer de la sorte, un Power Slam, on n'en parle plus, c'est pas forcément très bon. Ce qui est bien, c'est que Chad Gable, il a de quoi rebondir, il va à nouveau engueuler les membres de l'Alpha Academy, vous servez à rien, là il y a une grosse échauffourée entre lui et Maxine Dupri, il va lui piquer sa béquille, un comportement infect qui derrière va se délocaliser sur Akira Tozawa qui est la victime, qui sert à rien, et pendant qu'Otis il était en train d'aider la pauvre Maxine Dupri à quitter le ring, il y a une grosse baffe de Chad Gable sur Akira Tozawa, Otis il a entendu ça, le public a commencé à frémir, et ça y est, le moment tant attendu est arrivé, Otis s'est rebellé, il a déchiré son t-shirt, poussé un grand coup Chad Gable, et l'a laissé à son sort sur le ring, quittant les lieux aux côtés d'Akira Tozawa, de Maxine Dupri, ses vrais amis. Il faudra une ellipse plus tard dans le show pour découvrir que, ça y est, c'est vraiment terminé, Chad Gable, il a fait comme si de rien n'était, il est reparti les voir, il leur a dit, ok, on prépare quoi pour la suite, et les mecs ont dit, non, là on fait les bagages, Otis il a dit, c'est bon, c'est terminé. On veut plus de toi. Chad Gable s'est promis à lui-même d'aller remporter le Money in the Bank. Ce qu'Otis avait fait, mais la différence de lui, c'est qu'il va cash in, transformer l'essai et devenir champion du monde. Fait très intéressant et notable. Sur la petite étagère du vestiaire, il y avait une petite marionnette de Rambling Rabbit. Ah, la Wyatt Six. Pat McAfee, il s'est régalé. Il a décortiqué avec sa petite machine avec ses cercles et tout ça, là, toute la séquence où Finn Balor, il avait piqué discrètement le pass de la chambre d'hôtel, là, de Liv Morgan la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce pass d'hôtel? On en saura un petit peu plus. Puisque dans le présent vestiaire du Judgment Day, il y a Dominic Mysterio qui cherche un truc visiblement, on sait pas quoi. JD McDonagh, Carlito et Finn Balor en discussion interrompue par Damien Priest. Damien Priest, tout de suite, il va s'adresser à Finn Balor. J'ai vu que t'as gaulé la clé. À quoi tu joues? Qu'est-ce qui se passe? Finn Balor, il va rassurer Damien Priest en disant: mec, alors quoi, on me fait plus confiance, la clé je l'ai pris, j'ai pas fait de conneries avec, je l'ai foutu à la poubelle pour éviter à Dom Dom de faire une connerie. Ah bah voilà.
Alors sa daronne, qui est le daron? Damien Priest, il est rassuré d'entendre ça et il dit ok, tu te qualifies tout à l'heure pour le Money in the Bank. Je suis sûr d'ailleurs que tu vas le remporter, mais qu'est-ce que tu vas faire avec la mallette? Bah la mallette, il fait bien comprendre Finn Balor qui va l'utiliser pour devenir champion du monde. Enfin non, champion, il va battre Cody. Et il lui a fait... Et petite frayeur, hein, côté de Damien Priest, hein, le visage il a un peu changé. On termine donc ce segment dans la bonne humeur, on découvre que Dominic Mysterio, il est à la recherche de sa veste. Bah oui, il a perdu sa veste en fait. Carlito, en déconnant, il dit tu l'aurais pas oublié dans la chambre d'hôtel de Liv Morgan la semaine dernière. Damien Priest, il lui dit qu'est-ce qui t'arrive, tu prends la confiance. JD McDonough, il lui fait remarquer également. Carlito, il aura un match un petit peu plus tard contre Dragon Lee, mais c'est toujours un peu marrant de le voir se faire traiter de prospect hein, au sein du clan, alors que putain c'est quand même Carlito quoi, qui a, je sais pas, 40 ans de carrière derrière lui. Bref, donc qui a piqué la veste de Dominic Mysterio? On va le savoir dans un petit instant, puisqu'il y a un combat qui, mal foi, était pas si mal, mais qui restera peut-être anecdotique, le combat de qualificatif entre la dernière détentrice du Money in the Bank, Io Sky, Kiana James et son sac à main, et Zelina Vega Vanifres, qui a fait une excellente performance, j'ai trouvé. Un équilibre qui va se maintenir pendant un peu plus de 8 minutes jusqu'à l'arrivée de Liv Morgan. Et c'était ciblé, elle est venue déconcentrer Zelina Vega, et Liv Morgan, vous l'aurez compris, elle portait la veste de Dominic Mysterio. Grâce à ça, Io Sky va battre Kiana James avec son moonsault et se qualifier, être la première qualifiée pour le Money in the Bank de juillet. Liv Morgan et la veste de Dominic Mysterio, ça sera le petit fil rouge de la soirée. On nous remonte des images de Bron Breakker qui a battu Ilya Dragunov la semaine dernière au terme d'un super match. Ilya Dragunov n'est pas là cette semaine, mais on nous remonte surtout l'assaut de Bron Breakker sur Ricochet, la pauvre Samantha Irvine qui part à son chevet. Assez intéressant dans le contexte d'avoir fait un focus sur Ricochet, puisque les Dirt Sheets nous ont révélé que WWE espérait toujours que Ricochet re-signe dans la compagnie. Ok, il est write-off, mais avec une petite porte ouverte. Celui qui va faire son arrivée au ring, bah c'est pas tout de suite Bron Breakker, puisqu'on va accueillir le champion intercontinental Sami Zayn, qui referme une bonne fois pour toutes le chapitre Chad Gable. Ça a été sa principale feud depuis WrestleMania, il est prêt à passer à autre chose, et cette autre chose, eh ben c'est celui qui fout un sacré smell à Monday Night Raw depuis la draft, c'est Bron Breakker. Alors ambiance assez électrique entre Bron Breakker et Sami Zayn, ça peut être en effet une rencontre que pas mal attendent. On n'en saura pas beaucoup plus sur leur confrontation, puisque Sheamus va se pointer, et Sheamus lui il vise le championnat intercontinental, c'est le seul titre qu'il n'a pas réussi à accrocher à son immense palmarès. On pensait que ça allait se faire l'année dernière dans sa feud contre Gunther, ça s'est pas fait parce que Gunther est trop fort, et Sheamus il va se positionner face à Bron Breakker, clairement le traité de nouveau venu, de rookie, de gamin. Bron Breakker il va pas se laisser décontenancer parce qu'un vétéran lui fait la leçon, et Sami Zayn il va passer discrètement entre les deux et leur dire écoutez, si vous voulez une chance au titre, moi je vais aller voir Adam Pearce, je vais voir avec lui si on peut mettre en place un match entre vous deux, et puis voilà, vous réglerez vos comptes au moment voulu. Ça pose le contexte, on verra pas du tout Sami Zayn aller voir Adam Pearce, mais le match va être officialisé pour un petit peu plus tard. Alors que Dragon Lee fait son arrivée pour aller affronter Carlito, on va repartir backstage, on va retrouver Jackie Redmond qui va féliciter Alba Fire et Ayla Dawn pour leur prise des championnats par équipe féminin. Elles vont être interrompues par Zoey Stark et Shayna Baszler qui leur rappellent qu'il y a une semaine elles les ont battues en 2 minutes 30, et Shayna Baszler elle a aussi dit que subtilement, ouais on a tous vu Jade Cargill qui a abandonné sur sa slipper. C'est vrai que pendant un petit instant avec la chatte de Castle j'en ai pas parlé parce que je m'attendais plus à ce que ça soit un loupé qu'autre chose et que ça n'allait pas être exploité. Elle a bien tapé 3 fois sur le bras de Shayna Baszler. Alors c'est pas véritablement cool parce que ça décrédibilise Jade Cargill, mais d'un autre côté bah ça recrédibilise Shayna Baszler et Zoey Stark qui en ont un peu besoin. Alors le match va-t-il se faire? Pour le moment on va juste laisser la tension monter, il y a juste pas de ce Hadeville de Natalia dans les parages cette semaine, mais sans transition aucune dans le ring, c'est bien Alicia Taylor qui fait les présentations à Samantha Irvine, elle est pas là cette semaine. Justement, Alicia, excellente voix également Alicia Taylor, elle nous présente Carlito qui fait son entrée aux côtés de JD McDonough et de Dominic Mysterio. Dragon Lee lui aussi, il a un peu de backup, ça va jouer, il y a Joaquin Wilde qui est là, il y a Rey Mysterio le daron qui est là, et au milieu de tout ça, il y a un match de 8 minutes qui est pas folichon du tout parce que, bah ouais, une fois de plus peut-être Carlito. Dragon Lee, malgré son statut de babyface, il provoque pas non plus l'hystérie. C'est plus les à côté du match qui vont faire la différence, à savoir l'intervention une fois de plus de Liv Morgan, qui est venue chambrer Dominic Mysterio et JD McDonough. Oh Dominique, est-ce que tu veux récupérer ta veste? Elle commence à se rapprocher un petit peu trop de lui, un petit peu trop. Au goût de qui? Au goût de Zelina Vega, une fois de plus, qui vient attaquer Liv Morgan. Alors je veux bien qu'elle lui a coûté la victoire dans son match, mais une fois de plus, c'est Zelina Vega qui empêche Liv Morgan d'être tactile avec Dominic Mysterio. Je vais commencer vraiment à penser à des trucs. Évidemment, comme il y a une bagarre qui éclate, et bah elle éclate entre tout le monde. Rey Mysterio, il s'en donne un cœur joie sur
sur Dominic, et la confusion générale, elle provoque derrière une victoire de Carlito avec son backstabber, on n'en parle plus, 1, 2, 3. Nouvelle défaite pour Dragon Lee qui perd du momentum. Liv Morgan, elle est bien contente du chaos qu'elle a provoqué, mais elle a toujours la veste de Dominic Mysterio, je vous dis, c'est le fil rouge, on n'en a pas encore fini. On nous remontre les images choquantes de CM Punk qui a baisé Drew McIntyre en Écosse chez lui à domicile. Eh ben dis donc. C'est un Drew McIntyre particulièrement déter qui remonte le couloir et le glitch. Ah, le glitch. Mais il n'y aura pas de QR code cette fois-ci. Mais le glitch quand même. Intéressant que ce glitch, il ait eu lieu sur l'arrivée de Drew McIntyre. Est-ce une cible? Y a-t-il un lien? On verra bien. Drew McIntyre qui a pété un gros câble après sa défaite. Ça aussi, on nous a remontré des images exclusives qui étaient diffusées sur les réseaux sociaux. Il va avoir énormément de mal à trouver ses mots. Le public, un peu timidement, j'ai trouvé quand même à chanter CM Punk. Vous avez de la compassion, imagine quand même Drew McIntyre, bien sûr qu'il y a un peu de compassion. Et ben Drew McIntyre, en fait, c'en est trop pour lui. Il en a marre, il craque, il nous dit j'arrête, j'abandonne, I quit. Il se barre. Attends, quoi? Drew McIntyre abandonne, il arrête, il en a marre. Et quand un catcheur dit I quit de la sorte, on se doute que, ouais, il quitte la compagnie, mais il venait pas de re-signer un contrat, ça avait été monté. C'était The Rock lui-même qui avait dit on lui a re-signé un contrat là de plusieurs années. Ben non, il se barre, il y a Adam Pearce derrière qui fait mais non, mais tu peux pas partir, tu vas pas nous faire ça. Et on voit Drew McIntyre qui remonte la Gorilla Position, il y a panique générale, il y a même Triple H qui s'en va. Triple H, tu fais, t'es sûr de ton truc? Ah, j'en ai marre, c'est bon, ça me saoule, et en même temps, il a de quoi. D'ailleurs, c'est ce qu'on attend vendredi à SmackDown, hein. Si Drew McIntyre n'est pas là, que CM Punk se pavane, c'est que le pote de Drew McIntyre, Wade Barrett, rétablisse un sentiment de justice, puisque d'où un mec prend le t-shirt d'un arbitre et se prétend arbitre et baisse Drew McIntyre de la sorte, hein, voilà, hein, t'as vu, je suis un gros marque, hein, ça marche très bien sur moi ce truc. Donc finito, Drew McIntyre, il s'est barré, personne n'a su le rattraper, à voir s'il repop pas du côté de TNA, ce serait marrant, tiens, de le voir Drew McIntyre du côté de TNA, dans le public au moins, un petit truc du genre, il veut vraiment quitter la compagnie, ça peut être sympa ça. Et on passe après ça à un combat plutôt très anecdotique, qui fait évoluer une storyline certes, mais qui a pas reçu un traitement faveur particulier. Kairi Sen et Dojo Kakotakai vont affronter Kaiden Carter et Katana Chance qui n'ont même pas eu d'entrée. 2 minutes 28, distraction provoquée par Lyra Valkyria pour offrir sur un plateau d'argent une victoire à Kaiden Carter et Katana Chance. Voilà, on la découvrira les prochaines semaines. On a retrouvé backstage une Io Sky qui était pas contente. Il faut que le damage control se renouvelle et si ça vient pas des filles elles-mêmes, et ben ça sera Io Sky qui mettra la main à la pâte. Oula, attention, qu'est-ce qui va se passer? Sheamus contre Bron Breakker, on est parti, il y a Sami Zayn aux abords du ring pour observer tout ça, pas à la table des commentateurs, j'étais un petit peu dessus, non juste assis, la position, Bianca Belair, je regarde le match. Je m'en étais pas rendu compte les précédentes semaines, mais j'insiste sur un truc, le plan de production sur l'entrée de Bron Breakker, avec l'espèce de zoom là sur son visage, c'est plutôt pas mal. Bron Breakker c'est sûr, il a tout du heel badass, mais qui va fatalement plaire au public. Pourquoi? Parce qu'il fait des trucs cool, il fait des trucs flashy en plus, il a retenté son Frankensteiner, malheureusement, comme à Clash at the Castle, les cordes, elles ont glissé, évidemment les cordes hein, qui vont très probablement rejoindre elle aussi la Wyatt Six pour se venger. Au-delà de ce petit botch, de ce petit incident, on a eu un match plutôt compétitif entre les deux où Sheamus il a des bonnes parades, il y a des bons comebacks de part et d'autre. Mais au bout d'un peu plus de 12 minutes, on va rester sur un statu quo et c'était un peu frustrant, je vous le cache pas, puisque Ludwig Kaiser est intervenu, a provoqué en attaquant Sheamus une disqualification qui va de ce fait faire perdre Bron Breakker. Aucune décision ne sera prise quant à la nomination d'un challenger au titre de Sami Zayn, il y a juste une confrontation en distance entre Sami Zayn et Bron Breakker qui a profité de l'attaque de Ludwig Kaiser pour aller mettre une petite spire à l'extérieur du ring sur Sheamus, bah voilà. Et quand le service de sécurité il est venu pour escorter Bron Breakker, parce que, attention, lui on a quand même du mal à le maintenir en laisse, Ludwig Kaiser discrètement il s'est dit bah tiens, je vais aller retourner attaquer Sheamus. Il a pris sa petite course d'élan, il voulait faire le dropkick dans l'escalier d'acier, ce qu'il faisait habituellement, mais Bron Breakker en fait il a fait demi-tour et il l'a croisé. Et les mecs ont couru, sauf que Bron Breakker il a couru plus vite, il l'a intercepté avec une spire, je vous l'ai dit, un badass heel, mais trop cool, le public le cheer. Et je n'ai qu'une attente désormais, voir ce putain de Sami Zayn contre Bron Breakker, je pense que ça peut être un banger intersidéral. Fin du fil rouge. Bah ouais, vous étiez là aussi pour ça, fin du fil rouge. Dominic Mysterio à la recherche de sa veste. Alors, elle est où sa veste? Oh, Dominic, voilà, dans un coin de couloir, il y a Liv Morgan qui l'appelle. Dominic, si tu veux ta veste, je suis prêt à te la rendre, mais c'est à toi de me l'enlever. Et j'étais comme vous, j'avais très peur. Est-ce qu'elle porte quelque chose sous la veste? Alors oui, attention, esprit mal tourné, évidemment qu'elle portait quelque chose sous la veste. N'allez pas penser quoi que ce soit. Dominic Mysterio, il avait très envie de retrouver sa veste, alors il a commencé lentement à baisser la fermeture éclair. Vous regardez bien un programme qui parle de catch.
Et heureusement pour lui, heureusement pour nous, heureusement pour la terre entière, Damien Priest, le daron, est arrivé. Dominique, qu'est-ce que tu fous? À quoi vous jouez là? Qu'est-ce que c'est que ce bazar là? Rends-lui sa veste. Hop, Dominique, il récupère fils à sa veste. Liv Morgan, ça l'amuse. Et Damien Priest, il a fait le daron. Hein. T'arrêtes de tourner autour de Dominique Mysterio, de nous déconcentrer là-dessus de ta merde. Liv Morgan, même défense comme d'habitude. C'est pas moi, c'est lui qui commence. C'est lui qui a envie. Hein. Et la suite, bien évidemment, dans les prochaines semaines. Hein. De toute façon, ça va continuer jusqu'au retour de Rhea Ripley, vous vous en doutez. Donc, ça va continuer longtemps. Avant de passer au main event, le dernier combat qualificatif pour le Money in the Bank. Karrion Kross, aux côtés de Scarlett, challenge Kofi Kingston pour un combat la semaine prochaine. Il lui a dit TikTok, attention, TikTok, là, ça arrive ça. Je sais pas qu'est-ce qui arrive, mais ça arrive. Xavier Woods et Kofi Kingston, ils ont répondu favorablement. Kofi Kingston, il a insisté. Karrion Kross, dans ta carrière, t'as juste gagné un championnat NXT. Xavier Woods et moi, le New Day, on a été champions par équipe, la plus grande équipe de champions par équipe de tous les temps. Qu'est-ce que tu vas faire? Même pas Kofi Kingston, il a rappelé qu'il a été champion du monde WWE dans un des moments les plus mémorables de la compagnie. Ça, c'est le pouvoir de l'amitié. Karrion Kross contre Kofi Kingston, la semaine prochaine. Hein, dites-moi, votre niveau de hype. Est-ce qu'on a un gros engagement? Le main event, Jey Uso au micro depuis l'extérieur de l'arène. Enfin non, il est dans l'arène, mais il n'est pas encore dans l'arène. Il est dans le couloir où il y a quelques fans qui sont là, ils commencent à prendre le micro. C'est parti, Heat in the Bank, Money in the Heat. La caméra embarquée, on le suit, la salle plongée dans le noir, les lumières. Écoutez, quand je vous avais dit que ça allait être un truc repris dans le monde entier, bah je vous le cache pas, ça me fait toujours quelques petits frissons quand je vois l'entrée de Jey Uso aujourd'hui. Et puis ça fait longtemps qu'on l'a pas véritablement revu en action, il n'a pas pris part à King and Queen of the Ring, il n'a pas été inclus dans la route de Clash at the Castle. Face à lui, il y a Finn Balor qui est un très bon antagoniste, et Rey Mysterio, l'immortel et l'infatigable, qui va véritablement dans ce combat sortir une immense performance. Non mais Rey, qu'est-ce qui se passe quoi? Il est vraiment trop fort. Les styles matchent très bien, on a un Rey Mysterio qui est potentiellement sur le point de remporter la victoire, il vient de faire un 619 sur Balor, il vient de faire un 619 sur Uso, il va même réussir à faire un 619 sur les deux à la fois, il va falloir une intervention de Dominique Mysterio, des membres du Judgment Day, pour, et c'est ça le pire, ne même pas le mettre out du combat. Les membres du Judgment Day, ils vont se faire courser par Braun Strowman, hein, qui va courir, hein, c'est toujours béni, là. Mettez la musique, c'est pareil. Il va donc faire un comeback dans le match, mais malheureusement, Finn Balor va être le plus fort, va réussir son double full stone pour un compte de rien du tout, puisque Jey Uso, opportuniste, va porter son Uso Splash de la 3e corde sur un Finn Balor qui portait le tombé et remporter la victoire. Jey Uso est le premier qualifié au Money in the Bank. Petite scène de célébration, c'est très chouette, jusqu'au moment où un effet sonore qu'on connaît bien retentit dans l'arène, les lumières s'éteignent, le piano se joue et la suite appartient à l'histoire. Je vous le cache pas, réentendre les quelques notes de Shater de Code Orange, ça m'a fait un petit truc, hein, surtout qu'on a exactement la même mise en scène. Une porte scintille, cette porte s'ouvre, qui va sortir de la porte? C'est l'incarnation de Sister Abigail. Enfin, en tout cas, on suppose. Incarnée, on l'a reconnu par Nikki Cross, qui va aller récupérer la fameuse lanterne et pointer derrière elle. Alors là, WWE, production au top. On est parti, caméra embarquée, direction les coulisses. On assiste à une scène de chaos, avec une fumée très épaisse au sol, des gens décimés. On les connaît pas. Il y a des mecs là, ils ont été empalés par un lapin géant. Et on suppose que ce lapin géant, vu son maillet, c'est Eric Rowan, l'incarnation potentielle de Rambling Rabbit. Eric Rowan, c'est qui Eric Rowan? On revient pas là-dessus, c'est lui, ça me fait plaisir. La caméraman, elle poursuit son travail, hein. On remonte, on arrive dans la Gorilla Position, là il y a quelques petites étincelles qui nous éclairent subtilement le décor, c'est plutôt bien foutu, il y a toujours ce nuage épais au sol, il y a des corps amassés de partout, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont buté Triple H, ils ont buté Bruce Pritchard, on les verra pas, on sait pas qui étaient les gens dans la Gorilla Position qui se sont fait casser la gueule, mais on a bien vu ce dressant là, un certain Merci the Buzzard, qui au tatouage on a pu reconnaître Dexter Lumis. Oui, il faut connaître les tatouages de Dexter Lumis. C'est Dexter Lumis. La caméra, elle va poursuivre le parcours, elle va tomber sur d'autres cadavres de mecs qu'on connaît app, et là on a un cochon avec une espèce de masque à gaz. C'est qui? C'est
Joe Gacy. On sait que c'est Joe Gacy. Comme quoi, tous les indices qui avaient été laissés dans les QR codes, ils se sont pas trompés, hein, c'était plutôt bien foutu. Puis Joe Gacy, il n'y a pas été de main morte, hein. Là, il y a un mec qui est plaqué au sol, tache de sang, c'est rude, hein. Visuellement, c'est costaud. La dernière victime, on va la découvrir, et celle-là, on peut clairement l'identifier, la caméra s'est bien attardée dessus, c'est Chad Gable, la tête en sang. Chad Gable, décédé, rip in peace. Pour laisser apparaître au fond du couloir, la dernière silhouette qui nous intéressait, l'oncle Audi, Bo Dallas, qui est bien toujours l'oncle Audi. Les dreadlocks, on a un petit peu retravaillé le style du personnage, il manque de se casser la gueule parce qu'il marche dans le noir, et toutes ces personnes vont retraverser la Gorilla Position et venir se présenter sur le stage d'entrée, se réunir pour une photo de famille sous une immense réaction de la part du public. Évidemment, pensée très sincère à la mémoire du regretté Bray Wyatt, l'hommage en tout cas était très très beau. Limite, je sais même pas si j'ai envie qu'il y ait une suite. Vous avez vraiment envie qu'il y ait une suite? Faire ça, c'est bien, c'est un beau clin d'œil, c'est un bel hommage, il y a une suite à tout ça, on se doute qu'ils vont intégrer ça dans un programme, et ça va être dur hein, quand même de passer après ça, d'être à la hauteur des attentes, c'est le gros défi créatif de Triple H, puisqu'à chaque fois qu'on a eu des présentations de la sorte autour de Bray Wyatt, on a toujours fini par perdre de la hype petit à petit. C'est très excitant, c'est un gros challenge, mais pour autant, je m'enflamme pas plus que ça, je suis juste très ému, véritablement très ému, parce que vous savez à quel point Bray Wyatt, sur un point de vue créatif, il a été fascinant ces dernières années, c'est mon point de vue, hein, vous n'êtes pas tous obligés de le partager, donc je suis curieux. Il va falloir véritablement composer avec ça dans les scénarios très réalistes du moment. Rendez-vous très probablement la semaine prochaine pour en savoir plus. Merci WWE, grand épisode, un épisode marquant. Et on se donne rendez-vous, je l'espère prochainement les amis, parce que vous le savez, j'ai une mission maintenant. Je l'ai laissé tomber, j'ai pas été cool avec lui. Michel. L'heure est venue, Michel, de venir à votre secours. Un problème arbitral, un perroquet, un dauphin, un crabe. Mais qui faut-il appeler? C'est Michel Beaujolais.